À l'heure où finalement, il n'y a pas si longtemps, enfin, il me semble que c'était la fin 2017, il y a eu un petit scandale en tout cas sur les réseaux sociaux avec Sabine Duflot et la causalité des écrans et de l'autisme. Je trouve vraiment très pertinent que vous refassiez cet état de la littérature, puisque ça nous pose les bases, et puis vraiment sur quelque chose de la recherche, de ce qui a lieu aujourd'hui, alors même que dans ce grand débat, alors, qui a eu pour mérite de créer le débat public, qui était inquiétant sur cette causalité psychopathologique de la télévision, puisque la télévision ne semble pas causer le symptôme, et là vous le montrez très très bien. Et c'est ça qui est intéressant dans votre présentation, c'est que finalement on revient au cœur de l'interaction bébé-parent, et que finalement c'est bien la parentalité qui est au cœur de cette question. Alors ça m'évoque aussi parce que je suis psychologue en CMP, en milieu très démunis, en Seine-Saint-Denis, au cœur des cités, et en effet, je vois de plus en plus arriver les parents avec une télé portative, qui est le téléphone portable, et des enfants qui ne sont pas en lien dans le regard avec leur maman ou leur papa, mais avec cet écran. Et ça me faisait penser à cette phrase qui a été mise tout à l'heure, je la recite, de Lévinas, qui a été citée par Guillaume Gorincourt. L'événement existentiel majeur est la rencontre avec le visage de l'autre, et là finalement on peut se demander comment on peut rencontrer le visage de l'autre ou des visages à travers la télévision. Et donc voilà, c'est là que vous m'intéressez aussi dans votre présentation, c'est vraiment que comment on fait avec ses parents, comment presque on éduque aussi les parents, parce que dans des contextes, c'est ça aussi, vous l'avez mis en exergue, c'est la question du contexte socio-économique. On a des parents qui sont très démunis dans certaines situations culturelles, parce que exil, parce que non-intégration, parce que difficultés eux-mêmes langagières, etc. Et donc, comment on fait, comment on les accompagne pour qu'ils comprennent l'importance de médiatiser la relation de leur enfant à l'écran. Et donc voilà, là, la question de la prévention est essentielle en effet. Oui, alors c'est vrai que nous, on n'a pas de moyens, étant donné que voilà, là c'était surtout un travail de revue de la littérature, mais évidemment que je pense qu'il faut absolument développer des programmes préventifs. Et voilà, peut-être que du coup ça va lancer. Il y a des choses déjà qui existent, mais il faut vraiment les développer. Alors oui, les développer. Après, on voit, par exemple, moi j'avais mené avec Sophie Gênes une étude, alors pas avec les bébés, mais avec les adolescents sur l'impact des images trash à l'adolescence. Et donc on a bien vu qu'en fonction des contextes socioculturels, les adolescents n'avaient pas le même rapport, n'avaient pas la même vulnérabilité aux images violentes, parce que là, vous en avez parlé aussi dans des images qui sont typiquement adressées à l'enfant ou pas. Et on voit vraiment qu'en fonction de ces contextes, on n'a pas le même rapport, pas la même violence de l'image. L'image ne fait pas violence de la même manière plutôt. Et donc, c'est aussi comment on adapte les outils de prévention aux populations. Et, ça, je ne sais pas si vous avez dans la salle des réponses à ces questions, mais c'est une question qui me semble importante. Bon, merci infiniment pour votre apport, parce que c'est vrai que c'est bien dans cet esprit qu'on vous a invité aujourd'hui et qu'on a vraiment beaucoup apprécié votre article dans le dossier coordonné par Xanthi. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de pensées complexes sur ce sujet. On a besoin d'une recherche à la fois modeste et dynamique qui ne spécule pas. Et c'est vrai que sans être un chantre obsessionnel de l'evidence-based medicine, je pense que l'on a assisté vraiment ces dernières années, en particulier en France, à des paroles de personnes qui se positionnaient en tant qu'experts et qui énonçaient un certain nombre de yaka faucons, que ça a donné lieu à un certain nombre de campagnes tout à fait
soutenue et nationale, et que je crois que c'était vraiment le reflet d'une inquiétude bien légitime, mais aussi le reflet d'une imprudence à répondre de manière impressionniste et avec des opinions, pour ne pas dire des projections et des perspectives idéologiques, plutôt que le patient résultat d'une recherche clinique telle que nous l'affectionnons en psychologie du développement et en clinique et dans bien d'autres secteurs des sciences humaines. Donc votre propos le dit avec une force tranquille. Vous, quand vous avez relevé le défi de faire une revue de la littérature, il vous a fallu vous exporter aux États-Unis pour arriver à ramener quelques éléments dans votre baluchon. Donc si on saute à pieds joints dans la flaque et qu'on dit la même chose en négatif, ça signifie que vous avez trouvé très peu ou pas du tout de travaux francophones et a fortiori français. Bon, alors ça commence à émerger. Oui, hein, oui. Et que probablement, peut-être vous voulez en dire un mot tout de suite sur la partie émergente et pleine du verre, parce qu'il ne faudrait pas rester paralysé sur le fait qu'il n'y a pas, c'est aussi en train de devenir du passé. Oui, oui. Et je pense que, en effet, il a fallu peut-être une sorte de stimulation qui venait peut-être aussi de la littérature étrangère pour commencer vraiment à se poser la question, et peut-être aussi de la présence assez flagrante, de plus en plus, c'est presque invasif, des écrans, des programmes télévisuels, etc., pour vraiment regarder ce qui se passait chez nous. Et au niveau de la littérature francophone, c'est souvent les Canadiens qui ont commencé aussi, peut-être proches, par se poser les mêmes questions. Donc entendez-moi bien, enfin vous l'avez compris, mais je me permets de le surligner pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour moi, les réponses d'experts, entre guillemets, ce n'est que le revers de l'absence de travaux. C'est-à-dire qu'il y a cette montée en puissance spectaculaire de la surprésence des écrans ici et là. Il y a donc une absence de pensée rationnelle réflexive à ce sujet. Et du coup, quel est le joker très humain, trop humain? C'est des yaka faucons. Bon. Alors, ce que j'aimerais dire maintenant, précisément dans cette perspective de... On est là tous pour partager l'idée qu'il y a du pain sur la planche et que c'est tout l'intérêt qu'un certain nombre de jeunes chercheurs soient là, dont vous faites partie, parce qu'il y a un bel avenir. Bon. Alors, le résultat des courses de votre revue de la littérature aboutit à quelque chose de fort et simple, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de regarder la télé qui est toxique, iatrogène en soi, c'est la variable intéressante, c'est le contexte. Bon, et quand on dit contexte, on le sait, c'est une boîte de Pandore. Hein, c'est-à-dire que contexte est un mot valise formidable. Si on commence à dire, et on pourrait faire un workshop là tous ensemble, on va sortir un paperboard et puis chacun va dire qu'est-ce qu'il imagine qu'il y a dans le contexte. Et je pense que il nous faudrait 3 feuilles de paperboard, quoi, et à 7 heures on y sera encore, et ce serait passionnant d'ailleurs. Bon. Donc on voit que effectivement en tant que perspective de recherche, on va passer du très gros grain à du petit grain. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si on était encore avec la loupe de Sherlock Holmes et qu'il se languait tout petit peu pour arriver au microscope. Et je ne parle même pas du microscope électronique, hein, je parle du microscope des enfants de 12 ans pendant les vacances. Quoi. Bon. Enfin, tout ça pour souligner la modestie et l'énormité du travail. Mais pour qui aime les zones qui ne sont pas cartographiées, qui aiment l'ambiance explorateur jungle, je pense que pour des chercheurs motivés, c'est formidable. Bon. Alors, maintenant, 2 tableaux autour de la télé. Ce que je vais appeler, pour faire simple, hein, la télé solitaire, cette image pathétique, on la vit, on la ressent dans son corps et son âme quand vous la décrivez, vous débarquez, vous faites une visite à domicile, et vous voyez le petiot en train de se balancer, c'est moi qui le rajoute ça, sur son Transat,
Et puis il est avec le grand écran là, et personne ne se soucie de savoir si c'est la Coupe du Monde ou si c'est n'importe quoi d'autre. Bon. Donc ça se nous fend le cœur, ça nous fait peur. Bon. Et puis, sur l'autre rive, il y a tous les grilles entre les deux, il y a les parents attentionnés, bienveillants, qui font médium du médium, si je peux dire, médium au carré. C'est-à-dire que la fonction médium d'une télévision n'existe pas en elle-même, c'est quelque chose qui n'existera que par une greffe affectueuse et tendre d'un parent qui va tricoter une fonction médium qui ne tombe pas du ciel, mais qui se met en travail. Bon, la fonction médium du médium, très bien. Bon. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir pas trop traîner dans cette zone-là pendant des lustres, avec un schéma binaire de chez binaire, pour ne pas dire caricatural, parce que ça fait à peu près 30 ans que les spécialistes de l'apprentissage nous ont bien fait remarquer que apprendre, c'est la synergie et la dialectique entre faire seul et faire avec d'autres. Donc vous voyez la rigidité, c'est-à-dire que là, ça montre bien qu'on est au début du film. Parce que ce schéma, c'est soit tout intersubjectif, soit tout seul, et tout seul c'est affreux. Mais non, c'est pas affreux. Je veux dire, c'est un apprentissage, c'est ce mélange subtil des deux. Et tout est dans le dosage et dans le lien entre les deux. Puisque vous allez voir les observatrices logsiennes qui nous montrent un bébé. Donc elles nous montrent la séance où le bébé, il est langé par une nounou logsienne, et puis après on filme le bébé au sol avec un ballon, et Geneviève Vague nous explique que ce que le bébé va faire tout seul avec le ballon est étroitement corrélé avec ce qui vient de se passer dans l'intersubjectivité avec la nounou. Donc, bon, il y a du taf. Ensuite, dire que la télé, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment un outil. Alors tout à l'heure, on entendait parler de haute fidélité, faible fidélité. Là, si on prend comme variable l'interactivité, il y a un petit peu d'interactivité, c'est pathétique avec les SMS qu'on nous demande d'envoyer à la télé, c'est une source de pognon terrifiant, je n'arrive pas à comprendre encore que TF1 et consorts se fassent des monceaux d'or en demandant aux gens d'envoyer des SMS, c'est monstrueux cette histoire-là. Personnellement, je sais pour un terme majeur et franc de cette affaire-là. Donc la très faible interactivité de la télé ou du téléphoné ou du fait ceci, mais zéro interactivité, enfin, j'en sais pas grand-chose. Il y a des dessins animés où on s'adresse aux bébés, d'accord, mais c'est une interactivité fantoche. Oui. Fantoche. Bon. Donc la télé, par rapport à ce qu'on a en magasin au jour d'aujourd'hui, comme objet connecté, après les mannequins d'Anne tout à l'heure, la télé c'est vraiment du bas de gamme, quoi. Alors on voit à ce moment une télé LG où le mec il dit s'il te plaît montre-moi les buts d'un tel, ok, parce qu'il y a la voix et qu'il y a un petit peu d'interactivité sur la modalité, on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton de telle chaîne ou telle chaîne, on va lui parler. Mais l'outil télé en lui-même est quand même le fruit de son histoire. Et là, il ne faut pas non plus s'étonner de quelque chose que peut-être on pourra mettre chemin faisant, mais là aussi il y a du taf. Bon. Donc que ce soit quelque chose de passivant, et que ce soit quelque chose, c'est une de mes idées psychopathologiques, elle n'est pas très originale, sur les troubles de l'attention, c'est-à-dire que paradoxalement, un enfant passivé exclu du à toi, à moi de l'interactivité humaine, et dans quelque chose comme ça qui pourra être de manière vraiment peu convaincante, dédié à ce que j'appelais ce matin la suspension du principe de jugement au profit d'un principe de plaisir qui n'est pas folichon mais qui est quand même assez confortable, eh bien là on voit à très grande allure se pointer la menace de quand il va se retrouver avec un humain, il va être très excité subitement. Parce que si vous avez passé 3 heures comme ça avec une télé qui vous a monstrueusement passivé, que vous vous retrouvez enfin avec un humain pour de vrai, il est possible que vous soyez un peu speed dans votre volonté d'en découdre avec l'interactivité, quoi. Parce que vous venez de passer 3-4 heures happé par le grand écran. Bon. Un dernier point, et je m'en tiens là. Il me semble que au jour d'aujourd'hui, vis-à-vis des bébés et de la télé, ça soit vraiment intéressant de voir l'effort que vous avez fait, et c'est comme ça qu'on vous a repéré dans la littérature avec Exanti, c'est que, mais c'est assez furtif quand même, vous évoquez les bons côtés de cette affaire-là. Mais permettez-moi de vous taquiner.
quand il s'agissait de souligner les méfaits, ça correspondait à une ligne, à un item sur les diapos. Par contre, quand il s'agissait des bons côtés, ça ne suffisait pas pour mériter un item sur votre diapo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est clairement... Parce qu'on s'est dit quand même... oui. Bon, peut-être que c'était aussi une volonté de notre part que de rechercher justement l'effet bénéfique potentiel. Ouais. Et donc, et au final, dans la littérature, ben, on n'a pas trouvé grand-chose. Il y a quand même cette histoire importante du médium au carré qui a particulièrement retenu notre attention, ne serait-ce que parce que finalement c'est un peu le point sur lequel les effets bénéfiques ont été montrés. Ensuite, on s'est dit, bon, il y a quand même des efforts, quand on regarde un peu les programmes éducatifs qui sont développés, de se rapprocher de situations interactives entre guillemets. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement penser dans le futur à développer ce type de programme plutôt que des choses qui vont très très vite, etc. Mais encore une fois, c'est un champ, comment dire, c'est énorme comme entre le travail de prévention, penser des programmes intelligents, entre guillemets, etc. Je pense qu'il y a nécessité là de travailler aussi de manière interdisciplinaire. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans le futur, mais je souhaite vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient sensibilisées plus à rechercher des faits, avec derrière cette question donc, aussi de la prévention, plutôt que de dire il n'y a que des effets délétères. Et c'est ça. Enfin, c'était pour ça que... Mais c'est vrai qu'il y a encore peu de choses, donc c'est délicat.